Le dilemme du prisonnier est une situation théorique qui a beaucoup d'applications dans la vie réelle, où on considère que deux personnes ont été arrêtées par la police et qu'elles ont été séparées, et donc elles sont interrogées chacune dans une pièce différente, qu'elles ne peuvent pas communiquer entre elles. On considère que chacun des prisonniers n'a que deux choix, ou bien trahir l'autre, ou bien se taire. On peut représenter cela dans un tableau qui montre les deux choix possibles du prisonnier A, les deux choix possibles du prisonnier B, et ces deux choix sont donc trahir. Si jamais le prisonnier A se tait et que l'autre prisonnier se tait aussi, eh bien ils sont tous les deux libérés, puisqu'il n'y a aucune preuve l'un contre l'autre. Si jamais le prisonnier A se tait, mais que le prisonnier B l'a trahi, alors le prisonnier A prend 20 ans de prison. Si jamais maintenant, parce que le jeu est symétrique, le prisonnier A décide de trahir et que l'autre se tait, c'est lui qui est libéré et c'est le prisonnier B qui prend 20 ans de prison. Mais si les deux parlent, eh bien ils prennent tous les deux 5 ans de prison. Pas 20 ans parce qu'ils ont collaboré, mais tout de même 5 ans puisqu'il existe des preuves les uns contre les autres. Soit les deux ont décidé de se faire confiance et ils sont libérés, soit les deux se sont trahis et dans ce cas-là, ils prennent tous les deux 5 ans, soit l'un des deux a trahi l'autre, symétriquement, l'un prend 20 ans de prison et l'autre est libéré. La case où les deux prisonniers se trahissent mutuellement est appelée aujourd'hui l'équilibre de Nash, du nom de l'économiste et mathématicien John Nash qui l'a découvert après la Deuxième Guerre mondiale. John Nash a découvert que les intérêts individuels ne suivent pas forcément les intérêts de la communauté. Et John Nash l'a démontré par cet équilibre de Nash où en réalité le meilleur choix pour ces deux prisonniers, pris séparément, mathématiquement, est de trahir l'autre. Puisque si on prend un prisonnier pris séparément qui ne connaîtrait pas la décision de l'autre prisonnier, eh bien on voit colonne par colonne dans ce tableau que si un prisonnier décide de ne pas parler, eh bien les deux options possibles sont soit d'être libéré, soit de prendre 20 ans de prison. Mais si un prisonnier décide de trahir, les deux options possibles sont soit d'être libéré, soit de prendre 5 ans. Donc en moyenne, l'option se taire donne le choix entre 0 et moins 20, et l'option parler donne le choix entre 0 et moins 5. Elle est donc plus raisonnable. Mais comme elle est plus raisonnable, c'est exactement celle que va prendre l'autre prisonnier. Et donc, nous allons aboutir à un équilibre dit suboptimal. Suboptimal parce qu'il n'est pas parfait, concrètement. On aurait pu mieux faire, mais il est stable, et c'est pour ça qu'on l'appelle l'équilibre de Nash. L'autre case dans le dilemme du prisonnier est la case idéale où les deux prisonniers collaborent, décide de coopérer. Ça, c'est la case de l'optimum de Pareto. Et l'optimum de Pareto dans le dilemme du prisonnier est instable. Il est difficile à atteindre car si jamais vous décidez de faire confiance à l'autre prisonnier et qu'il vous trahit, vous avez tellement à perdre que la plupart des humains ne prendront pas un tel risque. Et ben voilà, fin de la vidéo, merci d'être venu. La solution qui semble évidente, c'est donc de parler, de dénoncer son complice. Mais pourquoi moi j'ai l'impression que c'est mal de dénoncer mon complice? Et si je vous dis maintenant que l'autre prisonnier, c'est l'amour de votre vie, avec qui vous avez 3 enfants. C'est vrai? Ah, la question semble finalement se poser, non? Sortons de la simulation mathématique où seules les années de prison semblent compter et essayons d'aller plus vers la vraie vie. Posons-nous la question, voilà, vous êtes capturé dans la vraie vie avec votre complice, que devez-vous faire et pourquoi? Ne pas se faire prendre? Peut-être. Pour cela, je vous rappelle mon système philosophique de prise de décision qui repose uniquement sur le plaisir et le déplaisir de court, moyen et long terme. Et si vous voulez savoir pourquoi, je vous encourage à aller voir la playlist Que puis-je savoir? Ouais, allez réviser un peu là, hein? Allez potasser tout ça. On se rend compte dans la vraie vie que la qualité de la relation va aussi intervenir. J'ai donné l'exemple de l'amour de votre vie. On pourrait aussi donner l'exemple, pourquoi pas, de votre meilleur ami. C'est vrai? Il semble que dans les plaisirs des plaisirs de cette décision, on peut aussi, pourquoi pas, donner votre susceptibilité à avoir des scrupules. Des scrupules? La probabilité que votre complice vous dénonce ou pas, etc. Cela peut par exemple dépendre d'une information que vous avez que votre complice a un très grand sens de l'honneur ou a un code de conduite très particulier qu'il respecte à la lettre. Par exemple, moi je mange vraiment absolument toutes mes crottes de nez. Voilà. C'est un exemple. C'est juste un exemple. C'est vrai? Prenons un premier exemple. Votre complice, c'est l'amour de votre vie et il est très peu probable qu'il parle. En plus de ça, vous avez une grande capacité à avoir des scrupules. On le dénonce pas? Non, monsieur. Évidemment, dans ce cas, il semble que contrairement à ce que dit Idriss Aberkane, il ne faille pas parler. Si maintenant votre complice, c'est un mec douteux que vous venez de rencontrer, qu'il y a de grandes chances qu'il parle, et qu'en plus vous êtes peu susceptible d'avoir le moindre scrupule
parce que vous êtes un vrai connard. C'est vrai? On le dénonce. Oui. Oui, monsieur. On le dénonce. Oui. Dans ce cas, effectivement, il semble plus prudent de parler et de ne pas risquer d'aller 20 ans en prison parce que l'autre personne vous dénonce. Donc entre ces deux exemples caricaturaux, il existe évidemment une infinité de possibilités dans lesquelles il va falloir analyser un par un les plaisirs et déplaisirs potentiels, mis en rapport avec leur probabilité d'arrivée, la probabilité des issues correspondantes. Pour cela, Benjamin Franklin a donné une technique à un de ses copains qui est assez astucieuse. Mettre sur une feuille tout simplement les avantages et les inconvénients d'une décision et tenter de voir quels avantages et inconvénients peuvent être équivalents. C'est pour ça qu'il appelle ça l'algèbre morale. C'est tenter de quantifier l'importance d'un avantage ou d'un désavantage. Ben oui, ça paraît compliqué, oui. Difficile de calculer la probabilité que l'autre parle. C'est une limite. Difficile d'analyser précisément le déplaisir de 20 ans de prison. Difficile. Difficile d'analyser la culpabilité pendant 20 ans. Difficile. C'est difficile. C'est des choses difficiles. Ce qui rend la décision difficile, c'est les incertitudes. Hein. C'est vrai ça. Souvent. Hein. La collecte d'informations. Difficile. C'est difficile. Mais pourtant, c'est bien à ça qu'il faut se confronter pour prendre une décision dans la vie réelle. Il me semble. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine!